Le mot tsigane, c'est ce que j'appelle un mot valise. C'est un mot qu'on a inventé pour désigner en fait des populations. Donc on en retient 3 principales. Les gitans, qui sont principalement implantés dans la péninsule ibérique, le sud de la France. Les manouches, qui sont principalement implantés en France, le Benelux, Allemagne, Italie, etc. Et la 3e population, qui est la population rom, qui elle est plutôt implantée en Europe de l'Est. Avec cette différence, c'est que gitans, manouches ont une tradition du voyage, du nomadisme. Les Roms ont plutôt, eux, à l'inverse, une tradition de la sédentarisation en Europe de l'Est. Et avec donc 3 cultures différentes, avec des langues aussi différentes, même s'il y a une langue commune qui est le romani, l'origine de la langue commune. Pour autant, il y a 3 dialectes différents qui se développent au gré des espaces où ils vont s'implanter géographiquement. Tous ces gens avaient des métiers, ils étaient dans la société, mais on n'en voulait pas. J'ai vécu dans un milieu d'analphabète. Mes parents ne savaient ni lire ni écrire, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, personne ne savait lire et écrire. On me regardait comme un extraterrestre parce que je savais lire et écrire. Et surtout, le problème, c'est qu'ils ne voyaient absolument pas l'intérêt à ce que je sache lire et écrire. Vous savez, quand je suis dans une réunion, avant, maintenant tout le monde sait qui je suis, tant qu'on me parlait, je ne sais pas marqué sur ma tête, et puis aussitôt que les gens savaient que j'étais un manouche, il y avait un changement automatique. Au départ, la République voulait lutter contre le nomadisme et puis le stéréotype discriminant de voleurs de poules effrayait l'opinion publique. Donc pour les surveiller et les identifier, la République crée le 16 juillet 1912 le carnet anthropométrique. Il n'y avait pas de carte d'identité, il n'y avait rien du tout à l'époque déjà. Ce carnet anthropométrique, anthropo c'est l'homme, métrique qu'on a mesuré, et puis voilà, il y avait tout dessus. Je vais vous montrer la photo de ma mère à 11 ans. Une jeune femme qu'on a traînée dans une préfecture de face de profil pour mettre sur son carnet anthropométrique, comme si c'était une délinquante à l'âge de 11 ans. C'est terrible. À la déclaration de guerre en 1939, au stéréotype de voleurs de poules ou d'enfants, puisqu'on les accusait aussi d'être des kidnappeurs d'enfants, va se substituer le stéréotype d'espion. Vous volez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, vous allez en prison. Et vous le trouvez normal d'être en prison. Vous devez payer puisque vous avez commis un acte malhonnête. Tandis que les tziganes n'avaient rien fait. On les a internés parce qu'ils étaient tziganes, nomades, parce qu'ils étaient sur les routes. C'est 2 choses complètement différentes. La première étape, c'est naturellement l'arrestation qui commence en octobre 1940 quand les Allemands ordonnent l'internement des tziganes de France, et après c'est à la France, donc aux préfectures, d'appliquer la mise en œuvre de cet ordre d'internement. Et comme il n'existe pas de recensement des populations de tziganes en France, l'administration française, elle, s'appuie sur une loi d'avril 1940, donc une loi de la Troisième République, qui assigne à résidence les tziganes. La deuxième phase, c'est ensuite le regroupement dans des camps jusqu'à janvier 1941. En France, aujourd'hui, on recense 31 camps dans lesquels ont été internés des nomades. Et les camps sont principalement situés, bien évidemment, en zone occupée et plutôt sur la façade ouest de la France, là où les populations de tziganes étaient les plus importantes. Et petit à petit, ces lieux vont fermer pour transférer ces populations dans des camps qui ont des infrastructures d'enfermement, donc clôtures barbelées, miradors, prisons, et qui ont du personnel de surveillance. Donc soit des gendarmes, soit des gardiens civils. Le parcours de l'internement commence vraiment là avec une succession de camps qui va s'imposer aux internés au gré des fermetures de camps. C'est la sortie du camp. On évite de parler de libération parce que quand ils ont l'autorisation de sortir du camp, ils n'ont pas le droit de reprendre le voyage. Ils sont assignés à résidence sous couvert de cette loi d'avril 1940. Montreuil-Bellay a cette spécificité-là, c'est que majoritairement, c'était des nomades qui ont été internés. Il y a eu quelques prostituées, il y a eu quelques droits communs, mais qui ne sont pas restés très longtemps dans le camp, qui ont été transférés dans d'autres camps. Et pour les autres camps, c'était des camps qu'on appelle mixtes. Et ils ont fait le choix de les transférer tous à Montreuil-Bellay le 27 décembre 1943. J'ai commencé par étudier Montreuil-Bellay, et travaillant sur Montreuil-Bellay, j'étais obligé de rencontrer l'histoire de ce camp. Il y a des marches, il y a des escaliers, et j'étais avec quelqu'un, et je lui dis « Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une usine ?» Il dit « Non, c'était un camp de concentration pendant la guerre. »
Donc personne n'avait jamais parlé, parce que c'était un camp français, parce que c'était un camp difficile, et on avait surtout interné des tziganes. On ne disait pas des tziganes à l'époque, on disait des nomades, et que les nomades n'intéressaient personne. Pour le camp, ces bâtiments en dur, si vous voulez, ont été montés en béton, parce qu'à l'origine c'était une usine pour charger les obus. Les ruines qui sont derrière nous, que la plus grande partie que l'on voit ici, c'était ce qu'ils appelaient le réfectoire, entre parenthèses, et les réserves de vivres, alors que ça n'avait que le nom, parce qu'ils ont vraiment crevé de faim, et pour ce qui était les cuisines, c'était pareil. Ils ont une infirmerie qui n'a jamais de médicaments, et une école. Si on pense qu'il y avait un tiers d'enfants sur à peu près 1000 où ils étaient internés, donc ça avait 350 gamins, et la scolarité c'était pareil, il y avait un instituteur, en fait c'était aussi du bipo, c'était que du papier. Toutes ces ruines sont restées là, parce que ça coûtait trop cher à enlever. De novembre 41 jusqu'en 8 janvier 45, sont passés à peu près 1900 tziganes qui ont été internés sur ce site, hommes, femmes et enfants. Les conditions de vie des internés à Montreuil étaient très dégradantes. On est sur un lieu où quand il fait très chaud, il fait encore plus chaud sur le site, et quand il fait froid, il fait encore plus froid, puisqu'il n'y a aucune végétation autour, et que les baraquements dans lesquels sont enfermés les internés sont des baraquements qui sont dépourvus de tout moyen de chauffage. À l'époque, comme c'était piétiné en permanence, puisqu'il y a eu jusqu'à 1100 personnes internées sur le site, c'était de la boue, et ils n'avaient pas de chaussures. Ils sont tous pieds nus. Donc pourquoi pas de chaussures? Parce qu'il n'y avait pas de livraison de sabots, mais c'est aussi, notamment l'hiver, comme les baraques des internés étaient en bois et sans chauffage, parfois ils utilisaient leurs sabots pour les faire brûler, pour pouvoir se chauffer. Les internés étaient internés en famille. Donc ils pouvaient continuer à pratiquer des rituels ou des coutumes culturelles, mais dans la limite de ce qu'est un camp d'internement, c'est-à-dire sous une surveillance étroite et démunis de tout. Ils arrivent à Montreuil quasiment qu'avec les vêtements qu'ils ont sur eux. Pas manger à sa faim, c'était la chose la plus terrible. Avant la crasse, avant le manque d'hygiène, c'était avoir faim. Ils ne pouvaient pas se laver dans ce camp, ils étaient couverts de poux, de puces. Les paillasses qu'il y avait dans ces baraquements, ils les ont eu en arrivant dans le camp, c'était les mêmes en sortant, ils n'ont jamais changé. Leur problème, ça a été ça, une crasse immonde, crevée de faim et un manque d'hygiène total. Le camp a continué à fonctionner normalement jusqu'en janvier 1944, date à laquelle évidemment on l'a vidé, où on a relâché pas mal de monde. Et on a pu penser qu'on va ouvrir les barrières, on va les laisser sortir. Ceux qui restaient, à peu près 200, je pense, ont fini dans 2 autres camps et ils ont été relâchés en mai-juin 1946. La guerre était finie depuis 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Quand ils sont derrière les barbelés, ils ne volent pas nos poules. Quand on les a relâchés, en 1946, on a réintroduit les carnets anthropométriques, comme s'il ne s'était rien passé. Ce fameux cornet qui devait faire tamponner tous les 48 heures au maximum, soit dans une gendarmerie, soit dans une mairie. Et ces carnets anthropométriques ont été supprimés en 1969, mais remplacés par 2 livrets de circulation. Il y avait le livret de circulation qui était à tamponner tous les ans. C'était ceux qui pouvaient prouver qu'ils avaient un métier régulier avec des rentrées d'argent régulières. Et le second, c'était le carnet qui devait faire tamponner tous les 3 mois. C'était les gens qui avaient du travail temporaire, vendange, saisonnier, choses comme ça. Et ces 2 carnets ont été supprimés en janvier 2017. Seulement, depuis janvier 2017, les gens du voyage ont droit à une carte d'identité comme vous. Maintenant, il y a un peu plus d'éducation dans le monde du voyage et il y a toujours une réticence. Moi, je me suis toujours bagarré avec la famille qui voyage. On ne va pas mettre nos enfants là-bas dans l'école. C'est qu'ils confient leurs enfants à l'administration. Ils ont de très mauvais souvenirs de l'administration parce que les carnets anthropométriques à les faire tamponner, les cartes d'identité, les gendarmes qui arrivent pour un oui, pour un non, c'est confier les enfants à l'administration et ça, ils n'aiment pas beaucoup. Alors de la tolérance, soyez tolérants les enfants, soyez tolérants. Ce camp, c'est la responsabilité entière et première de la France, c'est ce qui s'est passé là. Elle n'a jamais voulu le reconnaître, c'était pas glorieux, c'est normal. Ça a commencé avant qu'on soit envahi par les Allemands, avec ces fameux décrets. Ça s'est poursuivi, bien entendu, pendant l'occupation, et ça a continué après l'occupation. Donc, dans l'esprit de ma famille, de tous les manouches, et c'était qui? C'était pas l'Allemagne, c'était la France. L'administration française qui a fait son boulot avec zèle jusqu'au bout. On a créé une association, ça s'appelait la MCT, les Amis de la Mémoire du camp Tziganes de Montreuil. On a fait classer le camp, on a le monument, il y a la cérémonie, c'est formidable que ça existe. Un préfet avait à une époque dit que sur ce site il serait intéressant de faire un lieu de mémoire un peu plus fort que ce qu'il était jusqu'à maintenant, par rapport donc à ce qui a pu se passer dans la Seconde Guerre mondiale, que les gens puissent se recueillir et qu'on arrive à identifier sur ce lieu où il reste encore des vestiges. Donc depuis quelques années déjà, il y avait une réflexion pour mettre en place une œuvre commémorative et puis un parcours informatif et pédagogique qui puisse informer les gens qui viennent sur ce site.
Pour rendre hommage à la mémoire des victimes, a été réalisée l'œuvre d'Armel Benoît, qui est composée de 8 colonnes à l'intérieur desquelles sont inscrits le nom de toutes les personnes internées ici. 2000 personnes à peu près d'internées, ça représente 473 patronymes. Et l'artiste a fait le choix de les intégrer à l'intérieur des briques de manganèse et non pas à l'extérieur, pour montrer aussi le fait que ça a été une histoire oubliée pendant plusieurs décennies. Et ça matérialise aussi l'enfermement. Les noms sont prisonniers des briques. De ces colonnes, ensuite, vous allez vers un disque en émail bleuté. Vous allez voir dans le disque d'émail, en fait, le mouvement des nuages se projeter, qui est une invitation au voyage en hommage à la culture des nomades. En 81, quand ça a commencé, on n'a jamais cru, ça m'avait dit qu'un jour il y aurait un monument d'une selle qui serait monté là, j'aurais dit c'est pas vrai. Et grâce à cette reconnaissance par François Hollande, ça a pris une ampleur extraordinaire. Ces endroits classés monuments historiques, on ne peut plus y toucher, on ne peut plus les démolir, on ne peut que les entretenir.